C'est une générosité qui intrigue de la part du Kremlin en pleine campagne présidentielle en Russie. Même si Poutine n'est pas encore officiellement candidat, Moscou organise une loterie géante pour les familles. À la clé, des logements, des voyages à travers la Russie, des voitures. Difficile de ne pas voir dans cette distribution de cadeaux un moyen pour accroître la popularité de Vladimir Poutine. Nous allons y revenir. Mais d'abord, Catherine, dites-nous en plus sur cette loterie concours géant. Oui, loterie géante pour les familles russes, c'est vraiment la cible affichée. Avec, selon le média indépendant Medusa, regardez les lots qui sont en jeu, une trentaine de certificats de bons, c'est-à-dire pour l'achat d'un logement à hauteur chacun de 50 000 €, 300 voyages à gagner à travers la Russie. On évoque également des voitures. Alors, selon les organisateurs de cette loterie, une plateforme qui travaille très fréquemment sur des événements pour le Kremlin, le but est de créer, je cite, un contexte positif pour la campagne présidentielle dans une période difficile en raison des sanctions économiques, en raison également de l'inflation galopante dans le pays. Alors, on le rappelle, l'an prochain, en mars 2024, il y a des élections présidentielles qui vont se dérouler en Russie. Il n'y a pas vraiment de suspense sur l'issue. A priori, Vladimir Poutine va être réélu très confortablement. Et officiellement, cette loterie, ce concours, il ne s'inscrit pas vraiment dans la campagne. Mais quand on regarde les dates, il en fait très clairement partie. Le début de cette loterie, c'est prévu le 4 novembre. Le jour de l'unité nationale, où il y a un très grand forum qui va être organisé par le Kremlin pour présenter les réussites, les succès du pays. Donc, lancement de ce concours qui est intitulé « C'est dans ma famille », parce que je le disais, la cible, c'est la famille, des familles qui vont devoir relever des défis en ligne pour remporter des lots, par exemple cuisiner, chanter, effectuer des actes de gentillesse. Je cite l'enquête de Medusa. Alors pourquoi la famille ? Parce que c'est une valeur qui est souvent mise en avant par Vladimir Poutine. Voilà ce que dit une source au sein du Kremlin. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les électeurs par des moyens matériels, mais aussi par un travail patriotique. Le but ultime étant bien sûr de renforcer la popularité de Vladimir Poutine. Il s'agit essentiellement d'agitation, de propagande indirecte, d'un outil permettant de remplir l'espace d'information afin d'amener les gens au bon choix, le bon choix étant pour le Kremlin Vladimir Poutine, dans une société que l'on sait fragilisée, en tout cas très touchée par les sanctions, et où on ne sait pas vraiment comment le contexte a influencé la popularité de Vladimir Poutine. On ne sait pas si elle a beaucoup évolué dans un sens ou dans un autre. Merci Catherine, même si la ficelle nous paraît un peu grosse à Paris, cette loterie géante. Pour comprendre ce qui se joue, Vera Grandseva nous a rejoint, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris. Bonjour Vera. Comment vous interprétez l'organisation de ce concours quelques jours avant une potentielle déclaration de candidature de Vladimir Poutine ? Bon, c'est une méthode assez classique, populiste, des pouvoirs dans le monde entier, en fait. Mais bon, en Russie, dans un régime autoritaire où, en fait, il y a des problèmes économiques que le gouvernement essaie de cacher. Et vu que les médias sont aussi, en fait, censurés, ces méthodes-là, elles sont, dans quelque sens, efficaces. Parce que avant les élections, souvent en Russie, parlementaires ou présidentielles, effectivement, il y a cette campagne de cadeaux qui sont distribués à la population. Souvent, ce sont des allocutions familiales qui sont distribuées, par exemple, avant le 1er septembre, donc avant les élections, parce que souvent les élections en Russie parlementaire se passent en septembre. Cette fois-ci, c'est évidemment en fait en pas vers la campagne présidentielle qui va effectivement être lancée en novembre, apparemment, selon plusieurs sources. Donc, le gouvernement essaie de cacher un peu les problèmes économiques qui s'accumulent, même si les indicateurs macroéconomiques ne disent pas directement qu'il y a des gros problèmes économiques, mais on sait déjà que le déficit budgétaire en Russie est présent, ce qui n'était pas avant le cas. Donc avant, il y avait le proficit de budget, le surplus de budget. Donc aujourd'hui, on sait que les revenus
des exportations pétrolières et gazières se sont réduites. Dans le budget, il y a le déficit. Et au niveau de la population, on ressent, et par tous les contacts que j'ai en Russie, il y a effectivement le ressenti des problèmes économiques, une inflation qui est galopante. Il n'est pas comparable à l'inflation européenne qui est 8-10%, qui est déjà beaucoup pour l'Europe. En Russie, pour certains produits, l'inflation est de 30, 40, voire plus %. Donc il y a des problèmes que l'État essaie de cacher par les mesures comme ça. C'est un moyen de diversion? Vous pourriez réagir, Cécile Dubernay? Oui, je pense que c'est un moyen d'occuper l'espace public avec de bonnes nouvelles, avec des nouvelles qui détournent des nouvelles du front ou de l'inflation. Mais je pense que Vladimir Poutine ne se fie pas à ces cadeaux pour gagner les élections. Ça fait 20 ans qu'il travaille à complètement museler, plus de 20 ans, à museler l'opposition. Vladimir Poutine, on le sait, il est arrivé au pouvoir dans un contexte guerrier, la guerre en Tchétchénie, il a utilisé ça, et puis il a toujours été très inquiet de toute forme de protestation, de révolte populaire. Il a muselé l'opposition, il est revenu au pouvoir, il ne faut pas l'oublier, en 2011-2012, après ces 4 années de présidence Medvedev, mais où il était Premier ministre, et il a été confronté quand même à des oppositions de rue importantes, des manifestations importantes à Kiev, à Saint-Pétersbourg. Et à partir de là, au moins à partir de là, il a vraiment verrouillé tous les verrous institutionnels pour être sûr de gagner ces élections et pas dépendre de choses un peu plus incertaines comme des stratégies de cadeaux. Et je pense en particulier, alors d'une part, à la fameuse loi sur les agents de l'étranger qu'il a fait passer en 2012, donc ça remonte, mais par laquelle il a réussi à complètement museler les ONG dans son pays, y compris fermer fin 2021 Mémorial, qui est quand même une institution très importante pour travailler l'histoire. Et puis, plus récemment, en 2020, et c'est très intéressant d'ailleurs ça, il a réussi à faire passer un référendum, c'est une réforme de la Constitution, qui lui permet, lui, d'être réélu encore 2 fois à partir de 2024. Et il l'a fait passer, et ça c'est intéressant aussi, parce qu'il l'a fait passer en mélangeant des mesures populistes pour les retraités, des lois aussi sur la famille, sur l'homosexualité, tout un mélange de mesures à la fois pour le peuple, et puis en même temps quelques mesures constitutionnelles qui lui assuraient le pouvoir et le contrôle de ce qui se passe en Russie. Benoît Billan, les guerres aussi efficaces que les cadeaux pour maintenir la population au pas? Alors les guerres, quand on les gagne, là pour le moment sur l'Ukraine, c'est pas encore le cas. Donc il y a la perspective d'une guerre longue, ça n'avait pas été nécessairement le cas sur les autres engagements longs et puis plus massives, avec des conséquences qui sont forcément plus importantes sur le pouvoir. Maintenant sur les cadeaux, je dirais que effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure. Tous les régimes, qu'ils soient démocratiques ou autocratiques, font tous des cadeaux pour gagner les élections ou pour augmenter leur score aux élections. Je veux dire, soyons honnêtes. Soyons francs. Nous, on est peut-être plus portés sur les allègements fiscaux. Une pierre Poutine, dans le jardin de Vladimir Poutine. Poutine, c'est les cadeaux. Chacun son style. Après, ce qui est important, au-delà du résultat de l'élection en Russie, c'est peut-être plus le score que fera le président, parce que ce sera un moyen pour lui d'ensuite se sentir les coups des franches pour mener sa politique. Donc voilà. Guillaume Lagarde. Non, juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire Benoît, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu rassurant sur le régime russe, ce qu'on voit là. Parce que si c'était un régime complètement verrouillé, totalitaire, du style Corée du Nord, il ne se préoccuperait pas de la population, de son niveau de vie, etc. Là, finalement, on a, évidemment, parce que c'est un peu grossier comme manœuvre, enfin, c'est vrai que c'est vraiment un grand classique des années préélectorales que d'avoir des cadeaux donnés à la population et de laisser le filer le déficit. Et juste sur ce second point, c'est vrai aussi que ça s'inscrit dans un contexte. On parlait tout à l'heure du fait que la Russie était dans une position un peu de force aujourd'hui sur la scène internationale du fait de ce qui arrivait en Moyen-Orient et en Ukraine, et y compris sur le plan économique. Bon, on peut pas dire qu'aujourd'hui que les sanctions qui vont porter sur l'économie russe, mais à moyen terme, elles aient un impact si fort que ça sur 2023. Je vous rappelle que la croissance russe, elle est positive, alors que l'Allemagne est en récession en 2023, la croissance russe, elle est positive. Et le déficit dont on parlait tout à l'heure, l'intervenante, c'est très juste ce qu'elle disait. Mais enfin, il faut quand même le rappeler que c'est dans un contexte où la Russie avait un déficit qui était de zéro. Ils avaient un excédent budgétaire. Là, ils sont en train de passer à officiellement 2%. Certains disent que ça va aller plus loin. Bon, la France, c'est 4,4 pour le budget 2024. Donc, on n'est pas non plus dans une situation si saine que ça. Donc,
en réalité, le pouvoir russe peut s'appuyer sur une situation économique qui est moins catastrophique que ce qu'on avait pensé. Et puis c'est un déficit qui, au-delà de l'augmentation du budget militaire, bien évidemment, c'est un déficit qui sert aussi à financer d'importants investissements, justement pour redynamiser l'outil industriel, développer des filières de substitution par rapport à celles qui ont été touchées par les sanctions. Et donc c'est un déficit qui, à terme, peut bénéficier à l'économie russe. Donc effectivement, oui, c'est des cadeaux, mais il ne faut pas interpréter ça du tout comme les cadeaux d'un régime aux abois. C'est les cadeaux d'un régime qui sont au contraire très à l'aise et qui veut distribuer les avantages. Ce n'est pas un signe de fébrilité, Catherine, c'est cette loterie géante? Non, moi je pense que c'est plutôt un signal que veut envoyer le pouvoir qui est tout va bien Madame la Marquise en fait, hein, c'est comme d'habitude. Et puis alors surtout, il y a quand même une certaine prudence parce que vous aurez remarqué qu'on peut gagner des voyages, mais à l'intérieur de la Russie. Ah oui, bien sûr, à travers la Russie, attention. À l'intérieur de la Russie, il n'est pas question d'en profiter pour partir ailleurs. Non, mais ça participe à ce feel good, quoi, à ce moment où finalement l'opération militaire spéciale en Ukraine, la contre-offensive n'a pas réussi. Ce qui se passe au Proche-Orient est plutôt positif. Et du coup, il n'y a pas de raison que la population russe ne puisse pas bénéficier d'un petit moment, peut-être pas de fête, mais positif, quoi, ou comme si le pays n'était pas en guerre finalement. David Rigolet-Rose. Oui, c'est un peu Noël avant Noël, hein, voilà. Notamment dans le calendrier justinien, parce que comme il est décalé par rapport à notre calendrier à nous, donc il est très en avance, on va dire. Mais non, ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas forcément, c'est l'intitulé par rapport à la famille. C'est intéressant parce que c'est doublement intéressant, d'abord parce que par rapport au rejet de l'idéologie wokiste, etc. Mais c'est aussi intéressant avec le phénomène profond de dénatalité en Russie, qui est un enjeu central. Absolument. Et il l'a compris. Et donc c'est intéressant d'avoir mis cet intitulé. D'ailleurs, ça fait l'objet d'interrogations sur les rapes d'enfants, hein, parce qu'il y a un effondrement de la natalité russe. Et à terme, il sait que ça va être un problème géopolitique, pour le coup, majeur, compte tenu de l'étendue du territoire russe et de la pression démographique à ses frontières. Donc c'est intéressant, je trouve, qu'il ait choisi cet intitulé, qu'il n'est pas purement anecdotique. Vera Grandseva, depuis la mort de Prigojine, est-ce qu'on sait qui va jouer le rôle de l'épouvantail en 2024 pour bien montrer que la Russie est une démocratie et que Poutine aura des rivaux face à lui? Bon, il y a un peu les participants un peu classiques, je dirais, qui jouent le rôle des compétiteurs de Poutine, concurrents de Poutine depuis 23 ans. C'est par exemple Gennady Zyuganov, c'est le représentant, le leader du Parti communiste en Russie. Et apparemment, cette année, il va se présenter. Les autres participants vont être bien sûr contrôlés par le Kremlin parce que le problème de Prigojine, qui d'ailleurs n'était pas un candidat pour les élections, c'était loin de ce débat-là. Il était, en fait, souvent il sortait hors de contrôle. C'est pourquoi finalement il a fini comme il a fini. Mais les autres participants vont être contrôlés à 100%. Pour le Kremlin, ça va être aussi important de montrer de nouveaux visages, parce qu'encore une fois, pendant 20 ans en Russie, il y a à peu près les mêmes personnes qui participent dans les élections présidentielles. Donc ils vont essayer quand même de faire semblance de quelques concurrences, même si on sait déjà par les fuites que les journalistes russes ont pu avoir, que l'objectif qui est donné à toutes les municipalités en Russie, c'est que Poutine gagne avec le score de 80%. Donc ces concurrents de Poutine, ils vont avoir un résultat minime possible pour montrer que c'est pas que le peuple russe soutient Poutine, mais qu'il a commencé à soutenir encore plus avec la guerre, parce que c'est un moyen très important pour Poutine de montrer sa légitimité dans un régime autoritaire où en fait il n'y a pas de vraies élections. Merci beaucoup Vera Grandseva, politologue spécialiste de la Russie et enseignante à Sciences Po Paris, pour votre analyse.